Une ancienne enseignante remplaçante de l'Illinois passera plusieurs années en prison après avoir agressé sexuellement un élève de 11 ans. Vous savez, vous allez être placé en état d'arrestation. Ouais, Tu es Ali, n'est-ce pas? oui. D'accord. Et ce sera pour agression sexuelle criminelle prédatrice. Ali Bartfield a été arrêté en avril de l'année dernière après que les forces de l'ordre l'ont confronté à son domicile. Nous avons les dernières informations du tribunal, y compris les réactions au fait que sa peine soit nettement inférieure à ce que l'État demandait. Nous couvrons l'affaire pour Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Ali Bartfield va en prison. À sa libération, elle sera inscrite à vie au registre des délinquants sexuels. Vidéo de Bartfield à son audience de condamnation, selon WAND Télévision à Decatur, Illinois, à 3 heures au sud de Chicago. Bartfield a admis avoir abusé sexuellement d'un de ses élèves âgé de 11 ans et a même tenté de rejeter la faute sur cet enfant lors de ses conversations avec la police. Mais la durée de la peine de prison infligée à Bartfield est bien inférieure à ce que les procureurs demandaient. Avant d'aborder la peine et ce que cette délinquante sexuelle a dit pour sa défense devant le tribunal lors de son audience de condamnation, j'y reviendrai dans un instant, mais je veux d'abord revenir au jour de son arrestation au printemps dernier. Voici maintenant la vidéo de la caméra corporelle montrant les détectives se rendant au domicile de Bartfield. Et vous pouvez voir qu'elle n'a pas toujours dit la vérité aux forces de l'ordre. Maintenant, une partie de cet enregistrement audio a été expurgée, c'est pourquoi vous entendrez des coupures par moment. D'accord. Nous ne pouvons pas ouvrir la porte pour le moment. Salut, comment ça va? Salut, est-ce qu'Ali est à la maison? Oui. D'accord. Bureau du shérif, et j'aide-le. Service de police. D'accord, juste vous et les enfants, d'accord. Et quelqu'un d'autre. D'accord, voilà la situation. Nous avons un mandat de perquisition pour la maison, d'accord? Vous serez placé en état d'arrestation. Moi? Vous êtes Ali, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Et ce sera pour agression sexuelle criminelle à caractère prédateur. Préparation. On est là pour vérifier et s'assurer qu'on récupère ce qu'il nous faut dans la maison, d'accord? Pourquoi? Oui, je vais t'en parler un peu plus dans un instant, d'accord? En fait, si vous voulez entrer et commencer à faire ça, on va devoir vous suivre à l'intérieur, par contre. Donc vous pouvez voir que Bartfield fait semblant d'être confuse quant à la raison pour laquelle des détectives sont à sa porte en l'accusant d'abus sexuels et de manipulation. Cela se passe à 16h30 l'après-midi du 3 avril 2024. La veille, les détectives disent qu'un garçon de 11 ans est venu au commissariat avec ses parents en déclarant que Bartfield, sa professeure de 6e, l'avait agressé sexuellement. Bartfield travaillait dans le système scolaire de Decatur, Illinois, en tant que remplaçante à long terme pour une classe de 6e. Elle semblait être une prof amusante sur les réseaux sociaux. La voilà sur TikTok dans une vidéo avec une jeune fille. Peu avant son arrestation, les adjoints du shérif affirment que le garçon de 11 ans a été interrogé par un spécialiste. Les adjoints du shérif ont aussi prélevé un kit pour agression sexuelle sur la victime. Selon les documents judiciaires, Bartfield a nié avoir eu des relations sexuelles avec le garçon à sa porte d'entrée. L'audio a été expurgé. À ce stade, vous avez entendu le détective dire qu'il détenait de nombreuses preuves, dont une conversation de Bartfield. Maintenant, il parle probablement de la conversation qu'Ali Bartfield a eue avec le garçon plus tôt dans la journée après son entretien médico-légal. Une conversation à laquelle la police et les parents écoutaient. Il y avait des messages, de la voix, même FaceTime. Ils disent que pendant ces conversations, Bartfield a parlé de contraception et de grossesse. Bartfield a aussi dit au garçon de supprimer les messages textes, puis ils sont passés à un appel téléphonique. Pendant cet appel, Bartfield a dit au garçon qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte. Et encore une fois, il est important de noter qu'il s'agit d'une conversation qu'elle a avec un enfant de 11 ans. La police indique que le 29 mars 2024, Bartfield a invité l'élève de 6e chez elle pour une sortie entre amis. Cependant, la mère a remarqué un changement de comportement chez son fils après la visite. Selon la police, la mère a vérifié le téléphone et les réseaux sociaux de son fils. En détaillant les faits,
Il lui a révélé que Bartfield l'avait agressé sexuellement. Bartfield aurait eu des relations sexuelles avec le garçon et lui aurait envoyé 700 dollars via Cash App. Elle lui a acheté des écouteurs à plus de 400 dollars et envoyé des photos nues sur Snapchat. Voici le moment où Bartfield est emmené. Ensuite, l'histoire devient encore plus choquante. Vous emmenez mes enfants? Non, je vais vous en parler ici. Oh mon Dieu. Non, mais écoute. Nous allons vous donner comment vous élevez vos enfants et ce qui se passe. Ils sont toute ma vie. Je comprends. Bartfield monte dans un véhicule de police pour parler au détective. L'audio de cette partie de la caméra corporelle a été censuré, mais selon les documents judiciaires que nous avons, voici ce qu'elle a dit. Au début, elle a nié avoir eu des relations sexuelles avec le garçon. Le détective a alors dit qu'il avait vu les photos nues qu'elle lui avait envoyées sur Snapchat. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait fait cela, cette enseignante d'une trentaine d'années a répondu, je cite, « Il n'arrêtait pas de demander, de demander et de demander, et il ne me laissait pas tranquille. » Le document précise aussi que la victime avait envoyé des photos explicites à l'enseignante. Dans la vidéo de la caméra corporelle à l'audio censuré, on voit les moments dans la voiture de police où les agents exposent ce qu'ils reprochent à Lee Bartfield. Messages texte, photos nues, écoute des appels entre la victime et elle. Et on peut voir le langage corporel de Bartfield qui met sa tête dans ses mains. Il est très notable que Bartfield essaie de dire que ce garçon a fait des avances envers elle. À la fin de cette partie de la conversation, on demande à Bartfield comment elle se sent par rapport à ce qu'on lui a dit. Et elle répond, je cite, « J'ai mon diplôme en justice pénale. Je suis en master. Ce n'est pas comme ça que je veux que ma vie soit. Mais je ne voulais pas que la victime se sente mal à l'aise comme je me suis senti mal à l'aise. Mais j'essayais de faire comme si rien ne s'était passé et d'être simplement là pour lui. » En fin de conversation dans la voiture, la police affirme que Bartfield a menacé de se suicider. Elle a été menottée puis conduite à la prison du comté. Dès lors, Bartfield a été détenu sans possibilité de caution. En août, Bartfield a reconnu avoir agressé sexuellement ce garçon. L'État a demandé une peine maximale de 40 ans de prison dans le cadre de cet accord de plaidoyer, contrairement aux 60 ans de prison qu'elle aurait pu encourir si elle avait été reconnue coupable lors du procès. Cela nous mène à cette semaine où Bartfield a appris son sort. Un juge l'a condamnée à 10 ans de prison dont elle devra purger 85%. S'en suivra une liberté surveillée obligatoire de 3 ans. Bartfield devra rester toute sa vie sur le registre des délinquants sexuels. Bartfield bénéficie également d'un crédit pour les 307 jours qu'elle a passés en prison depuis son arrestation. Dans le cadre de son plaidoyer de culpabilité, elle a également renoncé à son droit de faire appel. Bartfield s'est aussi adressé au tribunal. Je suis profondément désolé envers la personne que j'ai blessée. J'aimerais pouvoir remonter le temps pour changer mes actes, mais je ne peux pas. Elles me hantent chaque jour et ne me laisseront jamais en paix. J'assume l'entière responsabilité. Un procès oppose actuellement la victime et sa famille au district scolaire public de Decatur. Ils affirment que ce qui s'est passé n'est pas un incident isolé. Voici ce que leur avocat m'a dit. Ce qu'ils veulent vraiment, vraiment, c'est que d'autres enfants et d'autres familles qui ont peut-être été victimes des actes de cette femme se sentent en confiance pour se manifester, afin que nous puissions, vous savez, tenir le district scolaire responsable du manque de surveillance qui a permis à mademoiselle Bartfield de commettre ces actes. Et est-ce que la famille pense qu'il y a d'autres victimes d'Ali Bartfield? Je ne peux pas parler directement au nom de la famille. Des informations ont été révélées, dont certaines ont été incluses dans la plainte contre le district scolaire, ce qui conduit nous amène à croire qu'il pourrait y avoir d'autres victimes de mademoiselle Bartfield et qu'il y a probablement d'autres victimes d'abus et de harcèlement de la part du personnel enseignant dans le système scolaire public de Decatur envers les élèves.
Lors de son arrestation, Bartfield a affirmé qu'il n'y avait pas d'autres victimes. Il faut rappeler qu'elle niait avoir agressé sexuellement le garçon jusqu'à la présentation de preuves contredisant ses propos. Nous sommes maintenant rejoints par l'ancien procureur spécialisé dans les crimes sexuels, Dan Shore. Merci de prendre le temps d'être avec nous sur Law and Crime. Nous parlons souvent, malheureusement, d'affaires impliquant des enseignants et des élèves. Et dans cette affaire, nous venons tout juste d'apprendre, il y a probablement une demi-heure, qu'Ali Bartfield va écoper de 10 ans de prison. Comparez cela aux 40 ans requis par les procureurs et aux 60 ans qu'elle risquait au maximum si reconnue coupable. Mais 10 ans à 85%, que pensez-vous de cette décision du juge? Je pense que c'est cohérent avec ce que j'ai vu dans d'autres affaires. Je suis un ancien procureur spécialisé dans les crimes sexuels et j'ai poursuivi des affaires impliquant des enseignants. J'enquête également sur des fautes professionnelles dans les établissements scolaires et sur les abus sexuels commis par des enseignants. Donc je pense que c'est cohérent. Elle n'avait pas de casier judiciaire important qui aurait pu lui valoir une peine plus longue. Elle voulait une mise à l'épreuve refusée par le juge il y a 10 ans. Ce n'est pas aussi long que ce que voulait le procureur, mais cela reste une longue peine à purger dont elle doit effectuer 85%. Elle doit également être placée sous surveillance après sa libération pendant 3 ans. Elle doit s'enregistrer comme délinquante sexuelle pour le reste de sa vie. C'est donc une peine importante. Ah oui, Dylan, il est important de le souligner car de l'extérieur, on voit, il demandait 40 ans, elle n'en a eu que 10. Et on se demande, 10 ans, qu'avez-vous fait ces 10 dernières années? Je veux dire, passer autant de temps en prison, ce n'est pas rien. Ça ne devrait pas être considéré comme une courte période dans la vie de quelqu'un. Dans l'Illinois, ils purgent seulement 85% de leur peine. Donc une personne condamnée n'effectue que cette partie de sa peine. Pourquoi ne pas simplement dire que vous allez purger 8 ans et demi de prison au lieu de faire comme ça? Et c'est pareil dans beaucoup d'autres endroits aussi. J'étais procureur spécialisé dans les crimes sexuels à New York. C'est comme ça que les gens étaient condamnés. Cela sert souvent d'incitation. En prison, un mauvais comportement peut entraîner un allongement de la peine. Donc, ces 85% dépendent généralement du fait qu'ils soient des détenus modèles et qu'ils ne causent pas de problème pendant leur incarcération. Donc, 85% de 10 ans équivalent à 8 ans et demi. Elle a également déjà été incarcérée pendant 1 an et demi, donc elle obtiendrait un crédit pour cela. Elle risque encore environ 7 ans de prison. Il est aussi important de rappeler qu'elle a 34 ans. Donc, ce sont vraiment les meilleures années de la vie, la fin de la trentaine, le début de la quarantaine, pendant lesquelles elle sera en prison pour cela. Oui, et je sais qu'elle est mère et on pense aux années qu'elle va manquer. Et je sais que beaucoup de gens vont regarder cette peine et être frustrés. Je dis juste qu'une personne perd des années en prison et restera inscrite à vie au registre des délinquants sexuels. Je sais qu'elle aura 3 ans de liberté surveillée après. C'est simplement basé sur les notes de condamnation que nous avons reçues. Qu'est-ce que cela implique réellement? Parce que lorsque vous êtes inscrit au registre des délinquants sexuels, vous êtes de toute façon surveillé pour le reste de votre vie. Oui, parfois on est inscrit au registre, mais la vraie question est le niveau de surveillance. Le registre vous inscrira sur une liste visible indiquant que vous êtes un délinquant sexuel. Il existe généralement des restrictions sur les lieux de vie et de travail, mais qui les contrôle réellement? Qui s'en charge? Donc, avoir une surveillance après la libération en tant que délinquant sexuel signifie généralement qu'il y aura un agent qui va la rencontrer régulièrement, parler avec elle, suivre ce qu'elle fait, si elle travaille, où elle vit. Si quelque chose risque d'enfreindre ces règles, cet agent est censé intervenir et l'empêcher. Donc, il y a beaucoup plus de rigueur dans l'application des critères que pour quelqu'un qui n'a pas de surveillance après la libération. Souvent, lorsqu'on voit, pas seulement dans des affaires de ce genre, mais dans beaucoup de cas où quelqu'un accepte un accord de plaidoyer ou se rend à une audience de condamnation, il y a les déclarations d'impact des victimes. Une personne peut parler pour l'accusé, qui peut aussi faire une déclaration. Je trouve toujours cela intéressant. Cependant, même avec cette déclaration, le juge prend environ 2 minutes, puis lit des remarques préparées. Quelle influence réelle ont les choses que les gens disent dans la salle d'audience ce jour-là sur la décision du juge? La partie la plus importante vient souvent de la victime. Si la victime ou sa famille demande clémence ou une punition sévère ce jour-là, cela peut influencer le juge. En général, le juge est déjà au courant avant la date de la sentence et sait généralement ce que le procureur et la défense vont demander. Ils reçoivent parfois à l'avance des déclarations de la victime et d'impact.
Donc je pense que la plupart des juges arrivent le jour de la sentence en sachant déjà quelle peine ils vont prononcer. Mais j'ai vu des déclarations d'impact de la victime qui peuvent vraiment être très convaincantes dans un sens ou dans l'autre, car les juges ne sont pas légalement obligés de suivre ce que souhaite la victime, mais souvent c'est un facteur majeur pour déterminer quelle sanction et quelle peine donner. Et simplement regarder cette affaire et l'âge de la victime, c'est vraiment choquant. Et nous traitons beaucoup d'histoires choquantes. Mais voir un garçon de 11 ans, et ce n'est pas que les victimes un peu plus âgées comptent au moins, mais un garçon de 11 ans, c'est tellement jeune. Dans un cas comme celui-ci, quel rôle joue l'âge de la victime dans la décision du juge concernant la peine de la personne responsable? Bien sûr, comme vous l'avez dit, toute victime d'abus sexuels subit un traumatisme et souvent cela va gravement perturber sa vie future, notamment dans ses relations avec les autres. Mais nous avons constaté que plus une personne est jeune lorsqu'elle subit des abus sexuels, plus l'impact peut être profond car elle n'a pas encore eu d'autres expériences saines dans sa vie. Et c'est une expérience formatrice majeure pour quelqu'un de plus jeune. Même à 16 ou 17 ans, on subira de graves effets de ce genre de choses. Mais quelqu'un qui a 11 ans, qui commence à peine à interagir avec les autres, autrement qu'en tant que petit enfant, vivre un abus sexuel de la part d'un enseignant, une personne à qui sa famille a confié la responsabilité de veiller sur lui. Ici, cet enfant de 11 ans rendait visite à cet enseignant pour jouer. La loi considère généralement qu'une peine plus sévère est nécessaire car le crime est plus grave quand la victime est plus jeune. Même si toutes ces affaires sont horribles, plus la victime est jeune, plus il est probable que cela ait un effet encore plus grave sur le reste de sa vie. Pour l'accusation, il est difficile de connaître leurs sentiments actuels. Je suis certain que chaque procureur est différent. Mais si vous regardez la quantité de preuves qu'ils semblaient avoir dans cette affaire, ils avaient des appels téléphoniques, des messages textes, ils avaient beaucoup d'informations. Ils avaient une victime incroyablement jeune. Ceux qui étaient extérieurs à l'affaire et qui n'avaient aucun intérêt comme moi pourraient se dire « Vous aviez 7 personnes prises la main dans le sac. Vous auriez pu les faire condamner à 60 ans de prison. » Au final, elle prendra 10 ans de prison, ce qui reste une peine importante, même si cela peut paraître peu. Quand on demande 40 ans et qu'on obtient 10 en tant que procureur, regrette-t-on d'avoir accepté un accord de plaidoyer au lieu d'aller au procès? Beaucoup dépend aussi du chef d'accusation pour lequel ils ont plaidé coupable. Était-ce le principal? Dans ce cas, le procureur a souvent moins de marge pour empêcher un accord de plaidoyer. Donc je n'ai pas de réponse à cela, mais je pense certainement qu'un procureur va considérer cela comme une condamnation et une peine importante. Et parfois, les procureurs demandent même des peines plus longues parce qu'ils pensent que c'est juste, mais ils savent souvent qu'ils n'obtiendront pas cette peine aggravée lorsqu'ils la demandent. Ils peuvent penser que c'est juste et vouloir adopter une position ferme au tribunal. Je pense que parfois les procureurs disent cela même s'ils savent que le juge n'acceptera pas la demande. Donc, je serais surpris si l'accusation était vraiment surprise par cette peine. Et lorsqu'il s'agit de s'inscrire comme délinquante sexuelle, le jour où elle sortira de prison, elle sera inscrite au registre. À quoi ressemblera sa vie pour elle? Beaucoup de restrictions existent. On vous limite sur les lieux de travail, de résidence et de déplacement. Vous n'avez pas le droit d'aller là où il y a des enfants, écoles, aires de jeu ou autres lieux de rassemblement. Et selon la communauté dans laquelle vous vous trouvez, il peut y avoir très peu d'options quant aux endroits où vous pouvez aller, où vous pouvez vivre. L'autre aspect, c'est un dossier public. Les gens peuvent ainsi rechercher les personnes inscrites comme délinquants sexuels dans leur quartier. Donc, c'est quelque chose que pour le reste de sa vie, d'autres personnes pourront découvrir. Et souvent, la nouvelle se répand très rapidement, surtout de nos jours avec les réseaux sociaux. Donc, c'est quelque chose que pour le reste de sa vie, les gens qu'elle connaît seront probablement très conscients qu'elle est inscrite comme délinquante sexuelle et ils vont découvrir pourquoi. Elle portera ainsi une marque de Caïn toute sa vie, même après la fin de la surveillance post-libération. Je ne connais pas la situation de garde avec ses enfants, mais si quelqu'un est inscrit comme délinquant sexuel et que ses enfants ont moins de 18 ans à sa sortie de prison, comment cela affecte-t-il l'accès à ses enfants? Normalement, une évaluation suit sa libération. Comme indiqué, sa peine est de 10 ans. Elle devra encore purger environ 7 ans, en tenant compte des 85% obligatoires, moins le temps déjà effectué. Je suppose qu'une part de la supervision après sa libération sera de décider si elle a la garde. Qui d'autre peut l'avoir? S'il y a un autre parent, un grand-parent ou un autre membre de la famille, qui va s'occuper de l'enfant?
des enfants pendant qu'elle est incarcérée, ils voudront probablement continuer à s'occuper d'eux. Ces facteurs devront sans doute être pris en compte par un tribunal, probablement de la famille, qui décidera de la garde à sa libération. Et quand j'y repense, dans cette affaire, nous avions la vidéo de la caméra corporelle lors de son arrestation. Et il y avait aussi des rapports de police qui parlaient du fait qu'elle a vraiment blâmé la victime d'après ces rapports, même si le garçon n'avait que 11 ans. Dans ce genre d'affaires, celle que vous avez poursuivie, où l'enseignante est nettement plus âgée que la victime, à quel point est-il courant de voir ce genre de personnes blâmer la victime et ne pas assumer leurs responsabilités? Nous ignorons, au moment de cet enregistrement, ce qu'elle a déclaré aujourd'hui au tribunal avant sa condamnation. Mais d'après ses propos lors de son arrestation, elle semblait beaucoup blâmer la victime. C'est très courant. Je n'ai jamais vu cela réussir, mais il est très courant que les personnes qui se font prendre et qui ne peuvent pas nier qu'il y a eu des interactions sexuelles avec quelqu'un de plus jeune blâment la victime. Parfois, ils ne cherchent pas à être déclarés non coupables, mais à obtenir une peine réduite en invoquant un facteur atténuant. On le voit le plus souvent lorsque la victime a 16 ou 17 ans et que l'auteur affirme que la personne plus jeune a initié les interactions sexuelles et cela ne fonctionne généralement pas, mais surtout avec un enfant de 11 ans. C'est tout simplement absurde qu'une personne dans la trentaine blâme un enfant de 11 ans. Et aussi, selon la loi, c'est un crime de responsabilité stricte, ce qui signifie que si une personne est majeure et l'autre mineure et qu'elles ont des relations sexuelles, c'est illégal, peu importe ce que la personne plus jeune a fait ou suggéré pour montrer qu'elle était d'accord, car selon la loi, elle est incapable de donner son consentement. Donc, c'est non consensuel, peu importe ce que la personne plus jeune a pu dire. Et encore une fois, s'ils ont 11 ans, c'est encore plus absurde de prendre cela en compte comme facteur. Et pour les personnes qui, ou peut-être que c'est la première fois qu'elles voient, vous savez, vous et moi parler de ces affaires, et malheureusement, nous avons, vous savez, parlé de certaines affaires difficiles. La question demeure, comment cela a-t-il pu arriver? Comment quelqu'un qui est en position de pouvoir, comme un enseignant qui éduque des jeunes, en vient-il à commettre une agression sexuelle, comme dans ce cas? Et comment fais-tu, je suppose, pour donner un sens à ces histoires et au fait qu'elles semblent simplement continuer à se produire? Eh bien, je pense que c'est en grande partie une question de confiance et de violation de cette confiance. Les gens ont souvent peur que des inconnus fassent du mal à leurs enfants. Et la plupart des affaires que j'enquête et la plupart des affaires que j'ai poursuivies impliquent des personnes qui ne sont pas des inconnus, mais qui occupent des positions de confiance. Si vous y pensez, en général, si un enfant de 11 ans va chez une enseignante de 34 ans pour passer du temps, il y a peu de raisons pour qu'un parent soit méfiant. C'est un environnement sûr avec une personne connue, de confiance et éducatrice. Et il semblerait tout simplement impensable que cette personne puisse profiter sexuellement de votre fils de 11 ans. Je pense qu'il est difficile pour un parent de prévoir qu'une personne de confiance, sans casier judiciaire, puisse trahir cette confiance, car les parents dépendent d'autres pour s'occuper de leurs enfants. Il faut faire confiance aux autres pour élever vos enfants, car vous ne pouvez pas tout gérer seul. Si quelqu'un viole cette confiance, il est difficile de l'anticiper et de l'arrêter. Et je sais qu'on parle souvent, et on l'a fait dans cette interview, de l'impact durable que cela aura sur la vie d'une victime, surtout quelqu'un qui a 11 ans. Et je pense que beaucoup de gens pourraient simplement dire « Ah oui, il y aura un traumatisme dans leur vie ». Mais je veux dire concrètement à quoi ressemble le traumatisme pour les survivants d'abus sexuels des années plus tard, même lorsque quelqu'un a été condamné, qu'il y a eu justice dans ce sens. Mais quel est généralement le traumatisme que vous observez chez les jeunes qui sont victimes dans des histoires comme celle-ci? Il existe de nombreux facteurs, chaque victime est différente. J'ai relevé plusieurs similitudes dans mon travail, dont l'introduction à l'activité sexuelle pour un enfant de 11 ans. Quand on pense à tous les adolescents qui découvrent la sexualité, apprennent, on l'espère, sainement et développent des relations équilibrées, imaginez qu'à 11 ans, la première expérience soit une agression sexuelle par un enseignant en qui ils avaient confiance va probablement marquer leur relation à vie. Espérons que non, mais j'ai bien constaté cela dans mes dossiers. Et puis le traumatisme de la violation physique par un adulte en qui on avait confiance alors qu'on était sans défense en tant que jeune. Ce sont des objets que les gens emportent. Et j'ai vu de vraies personnes bien plus âgées, des adultes, voire des personnes âgées, qui réfléchissent encore et essaient de comprendre les abus sexuels qu'elles ont subis lorsqu'elles étaient enfants. Et c'est tragique. Malheureusement, c'est très courant.
Oui, et c'est incroyablement, incroyablement tragique. Dan Shore, je sais que vous écrivez sur des histoires comme celle-ci et que vous venez de publier un nouveau livre, et c'est toujours bien d'informer les gens sur l'endroit où ils peuvent le trouver. Bien sûr. Mon dernier roman, Open Bar, traite d'inconduite sexuelle à l'université envers des étudiants mineurs d'un programme sportif pour jeunes. Et il est basé sur mon expérience en tant qu'enquêteur sur les inconduites sexuelles et procureur spécialisé dans les crimes sexuels. Les gens peuvent en savoir plus en recherchant Open Bar en ligne ou en me suivant sur Substack. J'ai une chronique régulière sur ces sujets. Très bien, l'ancien procureur spécialisé dans les crimes sexuels, Dan Shore, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. C'est tout pour On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre compte Spotify. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.